Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année, que je vous souhaite évidemment la plus heureuse possible. Et je vous remercie d'avoir bravé la tempête de neige pour venir jusqu'à cet amphithéâtre. Alors, comme vous le savez, en tout cas comme un certain nombre d'entre vous le savent, je m'interroge depuis assez longtemps sur la question du charlatanisme, sur la figure du charlatan dans la pensée des Lumières et plus généralement dans les représentations culturelles au XVIIIe siècle. Pourquoi les philosophes ont-ils fait du charlatan dans la pensée des Lumières ? Enfin, pourquoi ont-ils fait les philosophes, pourquoi ont-ils fait du charlatan, ce personnage a priori archaïque, plus pittoresque que vraiment effrayant? Pourquoi en ont-ils fait l'allégorie du principal danger qui menaçait leur combat, une figure puissamment antagoniste? Alors, vous vous en souvenez peut-être, j'en avais dit un mot lors de ma leçon inaugurale dans laquelle j'annonçais un cours à venir sur le sujet. Et puis, j'ai reculé, peut-être devant le risque de l'autoportrait, et j'ai surtout été happé, vous vous en êtes aperçu, par la question de l'universalisme qui nous a occupés ces 2 dernières années. Au fond, si je voulais très rapidement, pour commencer, mettre en perspective mon travail de ces dernières années, je pourrais dire qu'il s'articule autour de 2 axes principaux. Premier axe, c'est la thématique de l'universalité des Lumières, justement. Je l'ai rencontré il y a une quinzaine d'années en travaillant sur les historiographies de l'Europe au XVIIIe siècle, puis je l'ai développé sur un plan plus historiographique et théorique dans la première partie de mon livre « L'héritage des Lumières » et dans ces 2 années de cours que j'ai donnés ici, dans laquelle j'ai essayé de décrire, vous vous en souvenez, la pluralité des langages de l'universel que nous ont légués les Lumières et qui ne se réduisent pas à une formule simple. Je l'ai aussi abordé, cette question, à partir d'un cas concret, celui des Tahitiens venus en Europe au XVIIIe siècle, dans le cours que j'ai donné en 2023 et dans le livre « Illusion d'un monde commun » paru en septembre dernier, qui interroge les ambivalences de l'altérité culturelle au cœur du projet cosmopolite des Lumières. Enfin, je suis convaincu qu'on ne peut comprendre l'universalité des Lumières qu'en l'abordant dans un contexte global, en insistant sur la pluralité des traditions rationalistes, car l'Europe n'a pas le monopole de la raison ni des Lumières. Le colloque sur les Lumières multiples, qui s'est tenu ici en 2023, essayait de poser les fondements d'une histoire des processus d'universalisation des Lumières à différentes époques et dans différentes régions du monde. C'est un programme ambitieux et difficile, qui est forcément collectif et que j'espère reprendre dans les années à venir, sans doute sous la forme de séminaires et de colloques. Le second axe de mon travail interroge les mutations de l'espace public et les ambivalences de la publicité. C'est un thème qui, en vrai dire, m'anime depuis mon premier livre, qui portait sur les salons parisiens, à travers la question des sociabilités intellectuelles et mondaines, puis question que j'ai poursuivie sous la forme d'une réflexion sur la célébrité des écrivains et des philosophes devenus au XVIIIe siècle de véritables figures publiques, et enfin à partir de ce que j'appelle le paradoxe du public des Lumières. Paradoxe que on peut décrire comme ça: pour que le savoir puisse se diffuser dans la société, pour qu'il puisse jouer son rôle émancipateur, pour que le public donc puisse être éclairé, eh bien il faudrait que ce public soit capable de reconnaître les savants et les écrivains à qui il peut faire confiance, les livres qu'il doit lire, les théories fondées sur une science certaine et fiable. Autrement dit, il faudrait qu'il soit déjà éclairé. Paradoxe qui prend une seconde forme,
un public éclairé est celui où les individus sont capables de penser par eux-mêmes de façon critique, mais aussi celui où ils font confiance aux autorités scientifiques pour éviter les pièges de la superstition et du complotisme. Or, il n'est pas certain que ces deux propositions, chacun doit penser de manière critique par lui-même et, attention, c'est très important de faire confiance aux autorités scientifiques, il n'est pas sûr que ces deux propositions soient toujours totalement compatibles. Et la notion même d'autorité scientifique, si on y réfléchit, est problématique. Et on aura l'occasion d'y revenir. Et donc c'est dans le cadre de cette réflexion sur les ambivalences de la publicité et les paradoxes de la diffusion du savoir que j'ai découvert à quel point la thématique du charlatanisme était présente dans les débats intellectuels du XVIIIe siècle. Et mon point de départ était Nicolas de Condorcet qui écrivait en 1793 cette phrase mémorable « Toute société qui n'est pas éclairée par des philosophes est trompée par des charlatans ». Au fond, on peut dire que cette citation de Condorcet est le point de départ de mon interrogation et de mon questionnement. Pourquoi ce face-à-face entre philosophes et charlatans ? Alors, Condorcet, vous le savez, était un grand mathématicien, spécialiste du calcul intégral, des probabilités, de l'arithmétique politique, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, mais il fut aussi un homme de lettres, investi dans tous les combats de son temps, on dirait aujourd'hui un intellectuel engagé, peut-être même un intellectuel public. Il est intervenu aussi bien sur la liberté du commerce des grains, sur la Révolution américaine, sur l'esclavage qu'il dénonçait fermement, sur la liberté de la presse qu'il défendait avec ardeur. Puis, sous la Révolution, son engagement politique devient essentiel, d'abord comme journaliste, puis comme député à l'Assemblée législative et à la Convention. Il y mène de nombreux combats, toujours pour la liberté de la presse, pour les droits politiques des femmes et pour le développement de l'instruction publique. Ses liens avec les Girondins lui valent d'être décrété d'accusation sous la Terreur. Il se cache plusieurs mois. Vous connaissez l'histoire. Il rédige l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Puis, il quitte sa cachette pour ne pas mettre trop longtemps en danger Madame Vernet, l'amie qui l'hébergeait, à quelques centaines de mètres d'ici. Il erre plusieurs jours en banlieue sud, finit par être arrêté et on le retrouve mort dans sa cellule à Bourg-la-Reine le 28 mars 1794. Après Thermidor, en 1795, l'esquisse est publiée et devient une référence fondamentale pour ce groupe d'hommes de lettres qu'on appelle les idéologues, qui prolongent sous le Directoire l'idéal d'une société républicaine éclairée par le savoir. Et je vous ai mis à la fois la couverture de la première édition et puis l'édition complète avec tous les ajouts, les compléments, etc. De 2004 de l'INED, qui est la référence bibliographique sur le sujet. Je précise rapidement, parce que les habitués le savent, mais je projette souvent les couvertures des livres et vous aurez sur le site toutes les références bibliographiques précises, donc vous n'êtes pas obligé de les noter au fur et à mesure. Dans ce texte fondamental, l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, qui est à la fois un testament intellectuel des Lumières et leur champ du signe, eh bien, le thème du charlatanisme revient à plusieurs reprises. On réduit souvent le tableau historique à un manifeste de l'optimisme des Lumières, une sorte de philosophie du progrès inéluctable et de la perfectibilité humaine. En réalité, la position de Condorcet est beaucoup plus nuancée, plus complexe, et justement, la figure du charlatan est là pour rappeler les puissants vents contraires contre lesquels les Lumières doivent sans cesse lutter. Le charlatanisme, tel que Condorcet le conçoit, n'a rien d'une invention moderne. Il est apparu, dit-il, dès que les premiers humains se sont réunis en peuplade, en tribus, si vous voulez. Une première division s'est alors imposée entre quelques-uns qui se prétendaient dépositaires des secrets de la nature et tous les autres qui se disposaient à croire et à obéir. Une sorte de distinction
tyrannique et universelle. Et pour se faire bien comprendre, Condorcet ajoute, cette distinction dont à la fin du XVIIIe siècle nos prêtres nous offrent encore les restes, se trouve chez les sauvages les moins civilisés qui ont déjà leurs charlatans et leurs sorciers. Autrement dit, le charlatanisme est le nom générique de l'imposture cléricale, depuis les sorciers des sociétés primitives jusqu'aux prêtres modernes. Toutefois, ce passage au début du tableau, dans la première époque, est très rapide, presque une incise, et c'est surtout lorsqu'il arrive à la fin du XVIIIe siècle que Condorcet met en scène l'opposition entre les philosophes, promoteurs d'un savoir vrai et vérifiable, fondé sur des sciences solides, et de l'autre, ceux qu'il appelle les charlatans habiles, qui, plutôt que de chercher à réhabiliter les vieilles superstitions religieuses détruites par les Lumières, cherchent plutôt à en produire de nouvelles. C'est là le danger. Et comment ils le font? Ils le font en s'appuyant sur la mode des sciences occultes et des mystères orientaux. Je cite, « Ils osaient espérer de rétablir », donc il parle de ces charlatans de la fin du XVIIIe siècle, « ils osaient espérer de rétablir en faveur de quelques adeptes l'ancienne tyrannie des rois pontifes de l'Inde et de l'Égypte, mais la philosophie, appuyée sur cette base inébranlable que les sciences lui avaient préparée, leur opposait une barrière contre laquelle leurs impuissants efforts devaient bientôt se briser. » Ce qui est important, au-delà du petit triomphalisme de Condorcet, c'est que ces charlatans modernes sont plus dangereux que les sorciers primitifs ou les prêtres chrétiens parce qu'ils s'adaptent aux nouvelles conditions offertes par la société moderne, tout en utilisant les mêmes recettes. Ils affirment être possesseurs de secrets mystérieux et ils s'efforcent de capter l'attention et la confiance du public. Mais ils ne le font plus au nom d'un pouvoir divin, ni d'une institution, l'Église, mais à travers la fascination pour les sciences occultes. Et il est probable que Condorcet avait, au moment où il écrit ces lignes, en tête un personnage comme Cagliostro, cet aventurier sicilien, Joseph Balsamo, de son véritable nom, qui connut, vous savez, un grand succès dans toute l'Europe, dans toutes les cours européennes, et notamment à la Cour de France dans les années 1780, jusqu'à sa mise en accusation au moment de l'affaire du collier de la reine. Alors Condorcet, néanmoins, vous l'avez vu, il reste optimiste. Il considère que les efforts de ces nouveaux charlatans se sont heurtés au progrès de la philosophie et des sciences, c'est-à-dire des Lumières. Mais le combat n'est pas terminé. Il a un long passé. Il est préfiguré, dit Condorcet, par Socrate face aux sophistes, ou Galilée face à l'Inquisition, j'y reviendrai. Il renaît sans cesse, ce combat, et il doit être poursuivi. C'est pourquoi, lorsqu'il aborde enfin la 10e époque, c'est-à-dire les progrès futurs de l'esprit humain, Condorcet insiste sur ce qui devient son leitmotiv dans ces années-là, la nécessité que chaque citoyen soit instruit pour, écrit-il, là je le cite, échapper au prestige du charlatanisme qui tendrait des pièges à sa fortune, à sa santé et à la liberté de ses opinions et de sa conscience, sous prétexte de l'enrichir, de le guérir et de le sauver. Prestige du charlatanisme. Le charlatan est un illusionniste et il a 3 domaines de prédilection, vous venez de l'entendre. Il ruine les gens en promettant de les enrichir, il les tue en prétendant les guérir, il les endoctrine en faisant mine de travailler à leur salut. Autrement dit, l'escroc, le faux médecin, le mauvais prêtre. Alors, on ne peut qu'être frappé par la présence, somme toute, assez discrète du médecin charlatan, qui n'occupe que la place intermédiaire dans cette énumération de figures maléfiques. Car, dans l'imaginaire populaire, aujourd'hui, le charlatan, c'est d'abord un médecin ambulant, peu scrupuleux, qui vend des remèdes miracles à un public crédule. Et c'est d'ailleurs un tel charlatan de Tréteau qui figure sur l'affiche du cours, alors là c'est un peu flou, pardon,
grâce à un tableau du peintre liégeois Léonard de France qui date de 1784. Et on y voit un homme richement vêtu qui prononce son boniment devant la foule attroupée, mi-curieuse, mi-indifférente, sur une estrade, adossé à une auberge, et tandis que le reste de la troupe est en arrière-plan. Alors ça, c'est une image du charlatan assez canonique, fin 18e, mais peut-être que vous-même, vous avez d'autres images plus contemporaines de médecins charlatans en tête, par exemple celle venue de l'univers du western américain, on en a tous. Hein. Moi, par exemple, chacun les siennes. Moi, par exemple, c'est essentiellement l'élixir du docteur Doxey, la 7e aventure de Lucky Luke, ou encore la roulotte surmontée d'une dent mobile du mystérieux et charismatique Dr. King Schultz, faux dentiste et vrai chasseur de primes, dans Django Unchained de Quentin Tarantino. Et cette roulotte du charlatan, ou du faux charlatan, a été tellement iconique dans le film que vous la trouvez aussi maintenant au musée du cinéma à Los Angeles. Cette figure du médecin populaire et itinérant, arracheur de dents, vendeur de potions miraculeuses, était une réalité sociale dans l'Europe du XVIIIe siècle. Rien qu'en France, on comptait plusieurs milliers de charlatans, dont plusieurs centaines à Paris, officiellement enregistrés par l'inspecteur de police qui était chargé de les surveiller. On les appelait les empiriques, le mot désignait tous ceux qui faisaient profession de soigner, de vendre des remèdes sans diplôme ni formation, mais dans une sorte de zone grise, aux marges du monde médical officiel, celui de la faculté de médecine et de la corporation des chirurgiens. Alors, nous aurons l'occasion d'y revenir longuement, et dès la semaine prochaine, sur les différences exactes entre les termes de charlatan et d'empirique. Disons pour l'instant qu'empirique est plus restreint, il désigne le charlatan en matière médicale. Il est aussi plus neutre, moins accusateur, alors que charlatan est toujours péjoratif. Le mot charlatan, quand même, il faut en dire un mot, mais il faut en parler un peu. Il apparaît au XVIe siècle, et il existe un petit débat sur l'étymologie exacte. Ce qui est certain, c'est que c'est un mot italien. Il vient de l'italien. Il semblerait que le mot vienne des Ceretani, du nom du village de Cereto, près de Spolète, dont les habitants avaient la réputation de gagner leur vie comme faux mendiants. Le terme désigne donc, à la fin du XVe siècle, lorsqu'il apparaît, des imposteurs itinérants, puis il s'élargit et englobe progressivement les vendeurs de remèdes. Le mot alors se transforme de Ceretani en charlatani, sans doute sous l'influence, enfin très vraisemblablement, sous l'influence du verbe charlare, qui veut dire en fait bavarder, parler beaucoup à tort et à travers. Et donc on a une double origine, c'est intéressant, du mot charlatani, c'est à la fois l'itinérance et la parole. Et les deux se rejoignent dans l'idée de tromperie. Toutefois, une des spécificités, c'est très important, il faudrait y revenir, de la situation italienne au XVIe siècle, c'est que ces charlatani italiens avaient une reconnaissance officielle. Ils pouvaient demander des autorisations aux autorités pour pratiquer en tant que charlatans. Charlatan était, de ce point de vue, véritablement, et c'est un cas unique, un véritable statut, peut-être pas honorable, mais du moins toléré. Et ces charlatans italiens nous sont bien connus grâce au travail, aux livres et aux nombreux articles de David Gentilcore, dont je vous parlerai en février. Alors la situation italienne est spécifique, mais le mot en réalité va avoir un succès considérable. Il s'exporte dès la fin du XVIe siècle, dès la deuxième moitié du XVIe siècle dans toute l'Europe, en France, où on le trouve, alors on verra aussi, il y a des variations de vocabulaire, enfin de lexique, précisément du lexique, mais enfin, on le trouve très vite en français dans la deuxième moitié du XVIe siècle, mais aussi en espagnol, en portugais, et le mot prend d'emblée un double sens, celui donc de médecin ambulant qui vend des faux remèdes, mais aussi celui plus général d'imposteur,
de celui qui veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas, qui endosse une identité mensongère et prétend posséder des secrets. En anglais, le mot charlatan se diffuse aussi, mais on trouve à partir du milieu du XVIIe siècle le terme quack, qui est une abréviation de quacksalver, et quack étant sans doute une onomatopée à l'origine et salver désignant une pommade, un onguent. Charlatan est plus large, quack est davantage réservé au domaine médical, c'est un terme qui est très critique, qui est presque une insulte. Et en allemand, on retrouve peu ou prou la même dualité entre charlatan et quacksalber, qui est exactement presque comme en anglais, qui est terme plus technique et aujourd'hui un peu vieilli ou désuet. En France, comme je l'ai dit, le mot plus spécialement destiné aux médecins sans diplôme est celui d'empirique, mais il n'a pas la même charge polémique que quack. À Paris, les empiriques sont souvent identifiés aux pittoresques vendeurs d'orviétan du Pont-Neuf et aux arracheurs de dents. Mais ça, c'est le cliché, qui est en partie vrai, mais en réalité, leur présence est bien plus importante. Ils sont contestés et méprisés par les autorités et les savants, mais ils sont largement tolérés et même appréciés par les habitants, pour qui l'empirique est souvent le seul soignant auquel ils ont accès. D'autant plus, et ils sont d'autant plus précieux que les médecins officiels, médecins diplômés, à l'époque moderne, je vous le rappelle, sont d'une part réservés à une petite élite urbaine fortunée, mais sont aussi réputés pour leur inefficacité. Ces empiriques sont très souvent des hommes, mais pas seulement. Longtemps ignorée par l'historiographie, la place des femmes dans l'économie populaire des remèdes et l'exercice domestique de la médecine au XVIIIe siècle est aujourd'hui redécouverte. Un exemple parmi d'autres, à Lyon, par exemple, les historiennes Cathy McClive et Lisa Smith ont étudié le cas de 2 ouvrières de la soie qui pratiquaient la médecine à domicile dans une logique proche de la bienfaisance et de l'entraide locale, mais avec des compétences, des équipements et un réseau social qui les plaçait au centre de l'économie du soin. Un cas passionnant qui vient troubler l'opposition canonique entre une médecine officielle, celle des corporations, et une périphérie plongée dans la pénombre, celle des charlatans et des guérisseurs. Et si ce cas nous est connu, ce n'est d'ailleurs peut-être pas parce qu'il était exceptionnel, mais en raison de la perquisition menée par la corporation des chirurgiens qui a produit une archive. Il y en a d'autres sur ce cas, mais enfin, il y a cet élément. Et en effet, les dernières années de l'Ancien Régime sont marquées par la volonté accrue des institutions médicales de réguler les empiriques et de lutter contre les charlatans. C'est une des missions de la Société royale de médecine, créée en 1778, fille des Lumières, selon l'expression de Jean-Pierre Peter, qui visait justement à enregistrer et vérifier les recettes des différents remèdes secrets. Ces archives permettent de découvrir tout un monde populaire de guérisseurs, de vendeurs de remèdes, j'y reviendrai longuement, début février, en m'appuyant sur des travaux classiques, comme ceux de Matthew Ramsay, et d'autres très récents, notamment un article de Deborah Cohen qui vient de paraître sur le sujet. Cette dimension économique, commerciale, est centrale. Le charlatan vise d'abord à s'enrichir. Il profite du fait que la santé est un marché, que les gens sont prêts à payer cher pour guérir ou conserver la santé, et par ailleurs, la maladie, c'est bien connu, rend particulièrement crédule. Voltaire disait « Le premier homme qui a été malade a cru sans peine le premier charlatan ». Ce qui est bien avec Voltaire, c'est qu'il résume toujours toutes les situations, et puis en plus, vous auriez été déçus si je n'avais pas cité Voltaire aujourd'hui. Cette dimension marchande a été bien mise en avant par le grand historien anglais de la médecine, Roy Porter, qui n'a cessé de promouvoir dans les années 1980 une nouvelle histoire de la médecine, moins tournée vers les théories savantes et les élites médicales, et davantage intéressée par les malades. Or, Porter a justement consacré plusieurs ouvrages importants aux charlatans dans l'Angleterre du XVIIIe siècle,
en étudiant leur stratégie publicitaire, et notamment ce livre Health for Sale, Quackery in England. Concernant la France, parce que le travail de Porter porte sur l'Angleterre, concernant la France, c'est un autre historien anglais, Colin Jones, qui a développé cette lecture en insistant sur la révolution de la consommation, le développement de la publicité commerciale pour la médecine et divers remèdes, notamment dans la presse provinciale, cette presse dite d'annonces et d'affiches qui était alors en plein développement. De fait, les charlatans étaient, on peut le dire, des maîtres de la publicité, de la réclame. Ils l'avaient été au XVIe et au XVIIe siècle par la parole, l'art du boniment, la rhétorique de l'emphase et de l'autopromotion sur les places publiques. Au XVIIIe siècle, ils investissent massivement l'écrit et ces médias que sont les brochures imprimées, les journaux, les affiches. Voici, juste pour vous les montrer, quelques exemples de prospectus publicitaires pour différents remèdes qui circulaient à Paris et que nous aurons l'occasion de commenter ensemble dans la suite de ces cours. Simplement, vous voyez, à la fois, on y trouve à la fois l'eau de santé du docteur Will, le sucre doré antivénérien, portatif, agréable, certain et commode, ou encore la crème à la sultane, parce que les cosmétiques étaient une dimension tout à fait importante, et même, vous voyez, une recette miraculeuse pour en finir avec les punaises de lit. Donc vous voyez, ça, c'était... Ces recettes secrètes avaient une gamme très large, mais notamment les questions antivénériennes et les cosmétiques étaient très importants. Empirique et charlatan utilisent aussi les journaux, y compris les journaux officiels, ce qui inquiète la Société royale de médecine. Son président, le médecin Félix Vic-Dazir, écrit ainsi au lieutenant général de police, je cite sa lettre, « La Société royale de médecine a l'honneur de représenter à monsieur le lieutenant général de police que les personnes qui veulent accréditer des remèdes, ayant pour usage de les faire annoncer dans les journaux, et se servant ordinairement de cette voie pour en vanter les succès, il serait nécessaire, si l'on veut réussir à prescrire le charlatanisme, de prévenir les abus qui se sont multipliés depuis quelque temps. » Vous voyez, transformation, nouveau paysage médiatique, avec l'importance des journaux au XVIIIe siècle, on en a souvent parlé, eh bien, effet d'aubaine pour les charlatans et pour le charlatanisme. Et Vic-Dazir demande au lieutenant général de police, je le cite encore, de défendre aux auteurs de journaux, affiches et gazettes de rien insérer dans leurs feuilles relativement à l'examen, aux effets ou à la distribution de tous les remèdes et préparations qui peuvent influer sur la santé sans en avoir auparavant obtenu l'approbation de la Société royale de médecine. Mais Vic-Dazir a un problème. Le problème qu'il rencontre, c'est que les charlatans ne sont pas les seuls à avoir recours à la publicité. Des médecins sérieux utilisent aussi les journaux pour faire connaître leurs travaux et pour construire leur réputation. C'est ce que fait, par exemple, un médecin de Rouen, Claude-Nicolas Lecat, qui a été étudié par Megan Roberts dans une série d'articles et un livre à paraître. Elle en avait parlé aussi ici, au collège, lors du colloque sur les lumières médiatiques, et son intervention est en ligne, vous pouvez la visionner. Pour les médecins désireux de faire carrière, donc de se faire connaître et de se faire reconnaître, la presse était un ouvrage, et là je mets les références, la presse était un outil nécessaire mais risqué. Il fallait en avoir un usage prudent pour ne pas passer pour un charlatan, et le cas n'a pas été à l'abri de ces accusations. Et une hypothèse sur laquelle j'aimerais travailler cette année, que la transformation médiatique et publicitaire de l'espace public au cours du XVIIIe siècle n'a pas fait disparaître les charlatans, comme si la lumière les avait chassés, mais au contraire a contribué à rendre plus floue la frontière entre les vrais savants et les charlatans. Ça, ce sera une des hypothèses du cours. On verra par exemple le cas d'un docteur régent de l'Université de Paris,
Gilbert de Préval, qui au début des années 1770, il est docteur régent de la faculté de médecine, c'est plus haut titre des médecins diplômés, et il invente au début des années 1770 une eau fondante antivénérienne. Il en fait la publicité dans un prospectus et il s'associe avec Madame Gourdance, célèbre tenancière de Maison Close, qui vend son eau fondante 1 louis d'or le flacon. Il fait l'objet d'une sanction disciplinaire, puis d'une radiation qui est confirmée devant le Parlement de Paris. Et son cas est cité par Isabelle Coquillard dans sa thèse sur les docteurs régents de la faculté de médecine. Une autre dimension absolument essentielle des charlatans, c'est leur lien avec le monde du spectacle. Dès l'origine, au XVIe siècle, les charlatans appartiennent à des troupes itinérantes. Ils étaient souvent accompagnés de comédiens, si bien qu'il est parfois difficile de distinguer ce qui relevait du divertissement et ce qui relevait des pratiques de soins. Cet aspect du charlatan, personnage de comédie, lié à la commedia dell'arte, le rapproche d'un autre personnage de la culture foraine, avec lequel il était parfois confondu, et qu'on appelle l'opérateur, ce comédien chargé d'attirer le public en vantant les mérites d'une attraction ou d'un spectacle. Ainsi, avant d'être un médecin ou un vendeur de remèdes, le charlatan est d'abord un saltimbanque, celui qui fait des sauts sur l'estrade. Et c'est un point qui a été bien mis en valeur dans un livre collectif, Théâtre et charlatans dans l'Europe moderne, dirigé par Beat Raïef, Éric Négrel et Jennifer Ruini. C'est aussi ce qui explique que le charlatan ait été très souvent lui-même, et on y reviendra, un personnage représenté au théâtre. De nombreuses pièces lui sont consacrées. Alors on pourrait croire que cette dimension est très liée au moment de la Renaissance et qu'elle a un peu disparu au XVIIIe siècle, mais en réalité elle reste bien présente. Et elle permet notamment d'entretenir une confusion entre l'expérience scientifique spectaculaire, qui était tellement en vogue à l'époque des Lumières, et les tours de prestidigitateurs des charlatans des remparts. Et vous verrez qu'il y a une porosité très étonnante de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, cette dimension spectaculaire du charlatan était encore bien présente en 1819, lorsque Jean-Baptiste Gourrier publia son Histoire des charlatans célèbres, qui était en réalité une histoire des spectacles populaires, par opposition aux spectacles officiels, durablement installés dans des salles. D'ailleurs, il suffit, pour ceux qui ont une bonne vue, de lire le titre complet, mais je vais vous aider. Les charlatans célèbres, ou tableau historique des baladins, des jongleurs, des battleurs, des baladins, des jongleurs, des bouffons, des opérateurs, des voltigeurs, des escamoteurs, des filous, des escrocs, des devins, des tireurs de cartes, des diseurs de bonne aventure, et généralement de tous les personnages qui se sont rendus célèbres dans les rues et sur les places publiques de Paris depuis une haute antiquité jusqu'à nos jours. Les charlatans, ce sont donc tous ceux qui attirent l'attention du public en se donnant en spectacle dans les rues parisiennes. Et pour le clin d'œil, cela vous amusera peut-être d'apprendre que dans cette liste des charlatans célèbres, eh bien, Gourrier faisait figurer Aotourou. Et dans la rubrique des imitateurs, quelle indignité, Aotourou en charlatan. Bon, alors, mais pourquoi ? Parce que justement, il fait partie de ceux qui ont attiré l'attention du public. C'est ça, donc cette conception-là très, très élargie. En tout cas, il faut retenir cette dimension spectaculaire du charlatan. C'est une question qui est essentielle au XVIIIe siècle, au moment où la science devient aussi un spectacle public et curieux. Pensez aux expériences électriques de la Bénolé, aux automates de Vaucanson, mais aussi aux fameux traitements thérapeutiques de Franz Anton Mesmer, ce médecin autrichien qui a connu un immense succès à Paris dans les années 1780 avec sa théorie du magnétisme animal. Et Mesmer était à la fois un savant, un médecin et un homme de spectacle sûr de ses effets, utilisant la musique lors de cures spectaculaires autour de son fameux baquet. Et il se vit évidemment accusé de charlatanisme
par l'Académie des sciences et la Société royale de médecine, déclenchant une très vaste controverse. Le moment Mesmer est bien sûr essentiel, on y reviendra, pour comprendre les enjeux du charlatanisme au XVIIIe siècle comme problème public. Donc dans les cours qui vont suivre, je vais revenir plus longuement sur l'histoire sociale des charlatans, sur leur essor à la Renaissance et au XVIIe siècle, sur les problèmes qu'ils posent aux autorités tout au long du XVIIIe siècle. On verra que la dénonciation des charlatans se double d'une certaine tolérance, favorisant l'existence de toute une zone en clair-obscur dans l'exercice de la santé, car ce n'est qu'en 1803 que le régime moderne régissant ce qu'on appelle l'exercice légal ou illégal de la médecine sera véritablement établi. Et pour autant, les charlatans ne disparaîtront pas, et on les retrouve tout au long du XIXe siècle. Ils sont des intermédiaires culturels, plus proches des populations rurales que les médecins diplômés des villes, qui eux sont, je l'ai dit tout à l'heure, souvent intimidants. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, on les appelle souvent, on les appelle plus tellement empiriques, on les appelle souvent guérisseurs. Et comme l'a remarqué le grand historien de la médecine Jacques Léonard, cela signifie qu'on leur fait plus confiance qu'aux médecins. Parce qu'eux, ils guérissent. C'est ça, les guérisseurs. Et Léonard a cette très bonne formule, il dit « L'opinion publique refuse de faire coïncider le diplôme et la faculté de guérir. » Et au fond, si on y réfléchit, c'est une grande question d'épistémologie sociale. À qui fait-on le plus confiance ? À celui qui a fait des études et qui connaît la théorie, ou à celui qui soigne et guérit? Alors aujourd'hui, cette question continue à traverser le monde de la santé, à travers ce qu'on appelle les thérapies alternatives ou les médecines parallèles. Magnétiseurs, acupuncteurs, coupeurs de feu. Ces professions sont organisées en associations autoréglementées, mais évidemment sans pouvoir se dire médecins. La sociologue Fanny Charras a mené récemment une enquête passionnante sur les magnétiseurs, où l'on voit qu'ils cherchent à se distinguer des médecins, parce que sinon ils tomberaient sous le coup d'exercice illégal de la médecine, tout en luttant contre les charlatans, tout en montrant qu'eux ne sont pas des charlatans. Et notamment ce qui, à leurs yeux, les distingue des charlatans, c'est le refus de la publicité. Et face à eux, face à ces magnétiseurs, eh bien, la médecine officielle, en réalité, est souvent divisée. On a d'un côté ceux les plus nombreux qui les rejettent radicalement, considérant qu'il s'agit de pratiques irrationnelles qui reposent au mieux sur un effet placebo, et c'est tout le courant de dénonciation des fake med, vous savez, le mouvement No Fake Med. Mais d'autres, moins nombreux, au contraire, font preuve de plus de tolérance ou peut-être d'humilité et de pragmatisme. Par exemple, certains oncologues ont recours, n'hésitent pas à demander, à recommander à leurs patients qui le souhaitent d'avoir recours à des coupeurs de feu pour limiter les brûlures consécutives à la radiothérapie. Sur le mode, on ne sait pas comment ça marche, mais parfois, ça a l'air d'aider. Dans le domaine des psychothérapies et de la santé mentale, le brouillage est aussi souvent présent. En 2003, un amendement au Code de la santé publique prévoyait d'obliger tous les psychothérapeutes à obtenir une certification étatique. Le contexte, officiellement, était la lutte contre les dérives sectaires et les mécanismes d'emprise. Mais l'amendement, présenté par le député Bernard Accoyer, lui-même médecin, pouvait être vu comme une volonté de contrôle exercée sur l'ensemble des psychothérapeutes et notamment contre une offensive contre les psychanalystes. Et face à cette offensive réglementaire, une pétition initiée par Marcella Yacoub et Patrice Maniglier avait cherché à retourner le stigmate, vous voyez, c'était publié dans Le Monde, « Laissez-nous nos charlatans ». L'enjeu, bien sûr, était l'équilibre entre réglementation et contrôle d'une part, liberté des patients et des citoyens de l'autre. Les signataires de la pétition demandaient, vous voyez, c'est au début, aux autorités sanitaires, entre guillemets, vous remarquez l'ironie, de bien vouloir cesser de les protéger des charlatans. Je cite, « En effet, nous n'étant pas encore sous tutelle, nous pensons être capables de choisir à nos propres risques nos psychanalystes ou nos psychothérapeutes et ceux de nos enfants. » Alors, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, on va y revenir, mais en tout cas, c'est un débat qui est très présent, même sur tutelle, on pourrait
en dire beaucoup, parce que vous savez qu'il y a cette référence implicite à Kant et à la question justement des Lumières et de la sortie de la tutelle. Alors si j'ai fait cette petite incursion contemporaine, c'est évidemment pour rappeler à quel point ces enjeux, ceux de l'autorité scientifique ou sanitaire, mais aussi des politiques réglementaires, sont aujourd'hui encore très vifs, quelles que soient les mutations de la médecine et par conséquent du charlatanisme. Mais je souhaiterais néanmoins revenir un peu en arrière et revenir à Condorcet, car, comme nous l'avons remarqué, le faux médecin n'est qu'une figure, et une figure presque secondaire, dans le paysage que Condorcet dressait des charlatans. Et comme nous le verrons, Condorcet n'était pas du tout une exception sur ce point. Bien au contraire, on peut dire que le XVIIIe siècle a été marqué par un élargissement considérable de la menace que faisait peser le charlatan, une sorte d'extension vertigineuse du domaine du charlatanisme. Alors il n'est pas anodin d'ailleurs que cette dénonciation des prestiges du charlatanisme, dans le dernier passage que j'ai cité tout à l'heure, soit amenée par une réflexion sur les nécessités de l'instruction. De fait, au moment où il rédige l'esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain durant l'hiver 1793-94, ce n'est pas la première fois que Condorcet s'en prenait aux charlatans. Avant la Révolution, déjà, il ne dissimulait pas son hostilité, son mépris à l'égard des faux savants, mais c'est surtout dans sa réflexion sur l'éducation que le charlatanisme devient un thème obsédant. Dans ses mémoires sur l'instruction publique, qu'il publie en 1791, les charlatans apparaissent à de nombreuses reprises. Dans ce texte, Condorcet cherche à concilier deux impératifs. D'une part, définir une véritable instruction démocratique, égalitaire, qui permette à chacun de penser librement, et d'autre part, maintenir l'écart entre les savants, garants d'une science fondée en raison, et les personnes ordinaires, capables de s'instruire, mais pas de découvrir par eux-mêmes les principes des sciences. Ça, c'est un équilibre très complexe dans la pensée des Lumières, mais très important. Voilà ce qu'il écrit. « Une égalité entière entre les esprits est une chimère, mais si l'instruction publique est générale, étendue, si elle embrasse l'universalité des connaissances, alors cette inégalité est toute en faveur de l'espèce humaine, qui profite des travaux des hommes de génie. Si au contraire cette instruction est nulle, faible, mal dirigée, alors l'inégalité n'existe plus qu'en faveur des charlatans de tous les genres qui cherchent à tromper les hommes sur tous leurs intérêts. » Alors on comprend dans ce cas l'importance de la lutte contre l'ignorance, puisque c'est l'ignorance qui fait des hommes peu instruits les jouets des charlatans. Jouets des charlatans, c'est une formule de Condorcet. Mais on comprend aussi que cette lutte, elle implique en retour de constituer une élite intellectuelle, une classe de savants uniquement concernés par le progrès des Lumières et le bonheur de la société. Car, pour Condorcet, c'est une sorte d'axiome, le véritable savant est nécessairement toujours désintéressé, de la même façon que le charlatan, lui, cherche toujours à profiter du peuple. Et il n'en va pas seulement du progrès des connaissances, mais même, plus largement, de la paix civile, du respect des lois et de la justice sociale. Condorcet continue. Cependant, il est difficile d'espérer qu'une nation puisse jouir d'une liberté paisible et perfectionner ses institutions et ses lois si l'on ne voit s'y multiplier cette classe d'hommes dont l'impartialité, le désintéressement et les lumières doivent finir par diriger l'opinion. Il parle des savants et des philosophes. Eux seuls peuvent opposer une barrière au charlatanisme, à l'hypocrisie, qui, sans cette utile résistance, s'emparerait de toutes les places. Alors, vous voyez la difficulté. En tant que classe d'hommes éclairés, les philosophes et les savants doivent diriger l'opinion, mais en même temps, il ne faudrait pas évidemment que leur savoir se transforme à son tour en catéchisme, qui ferait des philosophes et des savants un nouveau clergé. Il faut que le public adhère rationnellement, je dirais presque de façon critique, à ces nouvelles connaissances que leur proposent les savants. Dès lors,
ce n'est pas seulement l'instruction publique à destination des enfants qui est nécessaire pour lutter contre le pouvoir des charlatans, c'est l'instruction sociale à destination des élites. C'est la raison pour laquelle Condorcet ne se contente pas de travailler comme savant ou de réfléchir à l'instruction, mais il s'engage dans le débat politique par son activité de journaliste. Cette présence dans le débat public est nécessaire à ses yeux pour porter un discours de vérité appuyé sur les sciences morales et politiques, afin de lutter contre les démagogues, contre tous ceux qu'il appelle les charlatans politiques. Alors, relisons en effet la phrase que j'ai citée en commençant. Toute société qui n'est pas éclairée par des philosophes et trompée par des charlatans. Alors, elle se trouve dans aucun des deux textes que j'ai cités jusque-là, elle se trouve dans un autre écrit, le prospectus du journal d'instruction sociale, qui a eu une existence éphémère en 1793 dans un moment de forte tension politique, et qui était fondé par Condorcet avec Sieyès et Duhamel. Son projet était officiellement la propagation des Lumières, c'est-à-dire la diffusion des connaissances dans le domaine du droit naturel et du droit politique, au-delà du monde savant. Et on y retrouve les mêmes thèmes, l'importance d'une diffusion large du savoir, la lutte contre l'ignorance. Le principal danger, c'est que les progrès des sciences morales et politiques restent confinés à des cercles instruits, sans que les citoyens puissent en profiter pour s'émanciper des préjugés traditionnels. Ainsi, écrit Condorcet, des préjugés longtemps détruits pour les sages continuaient d'asservir les nations. De nouvelles vérités agrandissaient la sphère de la raison humaine, mais elles demeuraient inutiles au bonheur des hommes qui ne les connaissaient pas. Et donc le risque, c'est que des charlatans s'appuient sur des anciens préjugés qui ont été défaits par le savoir, mais s'appuient sur ces anciens préjugés pour duper le peuple. Et c'est à ce moment-là qu'intervient dans le texte la formule « toute société qui n'est pas éclairée par des philosophes est trompée par des charlatans ». Mais ce qui est intéressant, c'est en bas là, de la deuxième page, ce qui est intéressant, c'est que l'horizon de lecture n'est pas théorique ou scientifique, il est politique. Condorcet a en tête les démagogues révolutionnaires, ceux-là même contre lesquels il luttait au même moment, au début de 1793. La phrase, je ne sais pas si le pointeur marche, enfin, la phrase est en bas donc, et termine en haut de la troisième page, et ensuite il continue, je vous agrandir un peu le passage, nous ne pouvons en avoir ici qu'une espèce à combattre, les charlatans politiques. Tous ne sont pas des Césars ou des Cromwell, mais en ce genre, il suffit d'un médiocre talent et souvent d'un bien petit intérêt pour faire beaucoup de mal. Tous suivent la même démarche, tous veulent être les favoris du peuple afin d'en devenir les tyrans. Tous calomnient la vertu jusqu'à ce qu'ils aient le pouvoir de la persécuter. Tous haïssent les talents qui ne s'avilisent pas à les servir. Tous craignent que les lumières ne se répandent parce qu'ils ne peuvent vaincre qu'en combattant dans les ténèbres. Alors, vous voyez, nous sommes au cœur de l'utopie des Lumières, dans son manichéisme assumé. Le savoir apporte nécessairement le bonheur et la justice. Le mal repose sur l'ignorance. Le danger vient de ceux qui flattent le peuple tout en calomniant les savants. Un jour, ils deviendront des tyrans et n'auront de cesse de persécuter ceux qui continueront à tenir un discours de vérité. Si bien que l'histoire de l'esprit humain, ou, pour le dire de façon moins grandiloquente et plus moderne, l'avenir de la société, passe par le combat du philosophe contre le charlatan, du savant contre l'imposteur, du bien contre le mal, des lumières contre les ténèbres. Au fond, nous avons ici la scène inaugurale d'une conscience moderne qui associe la science, l'éducation, la démocratie. D'un côté, des savants et des philosophes épris de vérité qui propagent librement un savoir permettant à chacun de penser par lui-même. De l'autre, des charlatans et des démagogues qui trompent le peuple en le séduisant, en flattant ses instincts pour le maintenir sous leur coupe, pour s'enrichir et dominer. Alors, il existe une longue tradition qui fait remonter
la tyrannie moderne ou le populisme contemporain au charlatanisme. Si le charlatan est celui qui trompe par la force de la parole, qui séduit le public, alors il y a un risque que le charlatan devienne aussi une menace politique pour la démocratie. Et on peut faire remonter cette tradition à Machiavel et à la Boétie, comme l'a proposé par exemple l'historien Sandro Landi, et nous aurons l'occasion d'y revenir. Et nous verrons que la Révolution française a joué un rôle important dans cette histoire, puisque le vocabulaire du charlatanisme politique se déploie bien au-delà de Condorcet, qui n'en a pas le monopole. C'est aussi, par exemple, un des thèmes favoris de Robespierre, la dénonciation des charlatans politiques. Cet élargissement du charlatanisme à la politique, du faux savant au vrai démagogue, a servi de sous-texte à un livre important, la principale synthèse, quasiment la seule jusqu'à nos jours, sur l'histoire des charlatans. Le livre a été publié en 1937 par une écrivaine autrichienne, Grete De Francesco, mariée à un Italien, très engagé dans le combat antifasciste. Le titre du livre est Die Macht des Charlatans, en allemand, et l'ouvrage a été ensuite traduit en anglais en 1939, mais il n'existe pas, il n'a jamais existé de traduction française, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles le livre est très très peu connu de l'historiographie française. Alors, je dis un mot de l'histoire de l'autrice, qui est une histoire tragique, qui mérite d'être racontée. Elle est née à Vienne en 1893, sous le nom de Margarete Wessenstein. Après son mariage, elle a vécu à Milan, puis à Munich, où elle soutient une thèse de sciences politiques sur le fascisme italien en 1931. Elle écrivait dans le Frankfurter Zeitung et avait des liens avec de nombreux intellectuels allemands comme Karl Mannheim et Siegfried Kracauer. Obligée de fuir l'Allemagne, elle vécut entre la Suisse, l'Autriche et l'Italie. Elle fut arrêtée à Milan en 1944, déportée et assassinée à Ravensbrück. En 2023, une photographie d'elle a été retrouvée avec une correspondance inédite. Son livre sur les charlatans a été publié en 1937 à Bâle. À l'époque, il s'attira quelques recensions élogieuses, notamment un court article rédigé par Walter Benjamin. Après sa traduction, en 1939, il a exercé une influence sur les penseurs allemands réfugiés aux États-Unis qui réfléchissaient aux mécanismes des personnalités autoritaires. Et de fait, si le livre de Grete De Francesco était avant tout une histoire des charlatans à l'époque moderne, il est très clair, très évident, qu'elle l'a écrit en ayant en tête la question des régimes autoritaires, du fascisme, c'est-à-dire à ses yeux du charlatanisme politique. Et elle envoya immédiatement, dès la parution suisse ou allemande, comme vous voulez, elle envoya un exemplaire à Thomas Mann en affirmant que l'ouvrage lui avait été inspiré par sa nouvelle Mario et le magicien, publiée en 1930, qu'elle avait lue comme une allégorie du fascisme. L'analyse, toutefois, de Grete De Francesco restait très ancrée sur l'histoire de la séduction exercée par les charlatans dans l'Europe des XVIe et XVIIIe siècles, depuis les vendeurs d'élixir jusqu'aux grands aventuriers séduisant la bonne société, ceux qu'on peut appeler les charlatans de cour. Pour De Francesco, le XVIIIe siècle est le grand siècle des charlatans, celui de leur omniprésence à tous les niveaux de la société. Et l'explication qu'elle en donnait est assez intéressante, elle tient à l'extension du savoir et de la connaissance. Avec l'apparition de nouveaux savoirs, de nouvelles sciences, le monde paraît complexe, inquiétant, les gens ont besoin d'être rassurés, il leur faut des certitudes, il leur faut des réponses tranchées. Or, les charlatans ne doutent jamais. Ils ont réponse à tout, et c'est même à cela qu'on les reconnaît. Aussi, ils ne constituent pas un groupe social ou une catégorie professionnelle, ils désignent plutôt un type d'individu qui fascine par sa capacité à offrir des remèdes universels à toutes les questions, tout en étant, et c'est important, amusant et spectaculaire, à la fois inquiétant et séduisant. Donc retenons pour l'instant ce lien paradoxal entre progrès de la connaissance et essor du charlatanisme. Et il faudrait y ajouter le développement de l'espace public
et même peut-être celui de l'éducation, n'en déplaise à Condorcet. Car c'est tout le paradoxe de l'esprit critique qui est censé protéger contre les charlatans, mais qui peut aussi nourrir des formes de crédulité en persuadant les individus qu'ils sont capables de juger par eux-mêmes, ce qui est, on le sait, un des ressorts les plus efficaces du complotisme contemporain, à travers cette crédulité surinformée que dénonce la philosophe catalane Marina Garcés. Il est indéniable que cette hypothèse, celle d'un lien entre l'essor du savoir et de la communication et le succès du charlatanisme scientifique et politique, a de très nombreuses résonances aujourd'hui. Un des exemples les plus frappants, je serais étonné que vous ne l'ayez pas en tête pendant que je parle, c'est l'alliance aux États-Unis entre la démagogie politique de Donald Trump, l'attaque systématique contre les institutions scientifiques et culturelles et les lubies du ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr., qui a lancé une attaque en règle contre la santé publique au mépris du consensus scientifique, licenciant les plus hauts responsables des politiques de santé, comme Suzanne Monares, la directrice de la principale agence de prévention des maladies. Ce qui est intéressant, c'est que déjà en 2018, au début du premier mandat de Donald Trump, l'écrivain américain John Gans avait proposé une lecture du Trumpisme à travers la notion de charlatanisme. Il affirmait, dans un article du New York Times, que nous vivions dans l'âge du charlatan. Alors l'analyse, pour autant que je sache, mais je demande à être mieux informé, il me semble que l'analyse n'a pas eu une grande répercussion parce que les analyses du Trumpisme se partageaient plutôt entre ceux qui voulaient y voir une nouvelle mouture du fascisme et ceux qui préféraient insister sur le mépris à l'égard de toute forme de vérité, c'est tout le débat sur la post-vérité. Gans, toutefois, insistait sur un autre point en s'appuyant justement sur le livre de Grete De Francesco. Trump tient du charlatan au sens où il ne doute de rien, parle beaucoup, n'hésite jamais à se mettre en valeur de manière un peu fanfaronne, et qu'il a une solution miraculeuse pour tous les problèmes. Et Gans lui opposait la vertu du doute et de l'humilité, valeurs qui ne sont pas typiquement trumpiennes. Aujourd'hui, si la question du charlatanisme nous semble autant d'actualité, c'est bien sûr à cause des périls qui menacent la démocratie, mais aussi, et peut-être surtout, à cause de la crise de l'autorité scientifique dans l'espace public, les deux étant parfaitement liés. Plus généralement, nous voyons émerger sous nos yeux un espace public dérégulé qui laisse dans tous les domaines la place libre aux charlatans et aux imposteurs. Après avoir vendu leur remède miracle à des gogos crédules sur les places publiques de la Renaissance, puis dans les journaux du XVIIIe siècle, ces charlatans le feraient aujourd'hui sur Internet et les réseaux sociaux, s'adaptant à une nouvelle révolution médiatique, à une nouvelle ère d'accélération technologique et à une nouvelle poussée d'individualisme. On retrouverait les mêmes prétentions pseudo-scientifiques, le même sens théâtral de l'autopromotion, le même mélange de discours critiques et de savoir ésotérique, mais porté à un niveau inouï. Dans un livre très récent, paru à l'automne aux États-Unis, les essayistes Moïse Naïm et Quico Toro, vous voyez que d'ailleurs que la couverture montre l'imagination des éditeurs, eh bien, ils développent cette idée que nous vivrions aujourd'hui dans une ère du charlatanisme généralisé. Et évidemment, dans cette perspective, mais qui est peut-être excessivement large, mais dans cette perspective, eh bien, le charlatan ultime, celui qui parle beaucoup, qui a réponse à tout et qui sidère un public médusé, eh bien, évidemment, vous l'avez reconnu, c'est ChatGPT. Alors, la France, bien sûr, n'est pas indemnisée contre les périls du charlatanisme. Des faux savants aux mauvais médecins, comme l'a montré notamment l'épidémie de Covid-19. On pourrait évoquer des exemples de gourous anti-vax ou d'influenceurs santé, mais un cas emblématique, mais peut-être plus complexe qu'il n'y paraît, pourrait être celui de Didier Raoult, qui s'est rendu célèbre pour sa promotion acharnée du traitement par l'hydroxychloroquine, ce qui lui a valu une comparution devant le Conseil de l'Ordre. Raoult a mis en scène,
avec succès, un personnage de médecin rebelle, en rupture avec l'ordre officiel, et notamment avec l'ordre parisien, une célébrité, jouant de son aura médiatique et populaire contre l'avis de ses collègues et contre les formes de validation collective du savoir scientifique. Génie ou charlatan, c'est la question, vous le voyez, que les médias se sont posées. Aujourd'hui, le voilà qui, après sa retraite, est reconverti dans les cosmétiques et les crèmes anti-âge. On aurait envie de dire, oui, c'est vrai, on aurait envie de dire Condorcet revient. Sauf que le cas de Didier Raoult, en réalité, est intéressant justement parce qu'il révèle la porosité des frontières, l'ambiguïté des positions, la difficulté de poser des verdicts clairs, et notamment la difficulté pour le public de juger. Car le directeur de l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille s'avançait en 2019, bardé de toutes les accréditations officielles. Directeur d'un gros institut de recherche, auteur d'innombrables publications scientifiques, s'enorgueillissant d'un des meilleurs scores d'un chercheur français en nombre de citations sur Google Scholar, arborant dans son bureau des photographies de lui-même en présence de 4 présidents de la République successifs, comme le rappellent Ariane Chemin et Marie-France Etchegoyen dans leur livre sur Didier Raoult, eh bien, il n'avait rien a priori d'un charlatan. Et lui-même joue avec ironie de cette disqualification, et il n'hésite pas à retourner le stigmate, affirmant être le seul à dire la vérité. Et dans un chapitre décisif de son autobiographie, décisif parce que c'est celui qui porte sur la crise du Covid, autobiographie parue en 2023, il cite, très malin, il cite cette phrase d'André Gide dans Les Faux Monnayeurs, il la met en exergue du chapitre, « Dans un monde où tout le monde triche, c'est l'homme vrai qui fait figure de charlatan. » Je vous laisse y réfléchir. On voit avec le cas de Didier Raoult à quel point la frontière peut être poreuse, avec quelle facilité aussi l'accusation peut se renverser. Les charlatans, ce sont toujours les autres. À quelques exceptions près, personne ne prétend jamais être un charlatan. C'est toujours une critique, un épouvantail qu'on brandit, un stigmate pour attaquer les adversaires. Charlatan, c'est la disqualification suprême dans le domaine scientifique. C'est accuser l'autre d'être un faussaire, un imposteur, une menace publique. Et cette accusation, chacun peut la brandir. Au XVIIIe siècle, les philosophes se méfiaient des charlatans, mais eux-mêmes étaient critiqués par leurs adversaires. N'utilisaient-ils pas les mêmes méthodes? L'art de vanter leurs écrits, de rechercher le succès, même la célébrité, de séduire le public par leur éloquence? Par exemple, Jean-Jacques Rousseau s'en prenait justement à leur arrogance. Je le cite dans le Discours sur les sciences et les arts. Que contiennent les écrits des philosophes les plus connus? C'est Rousseau qui parle. Quelles sont les leçons de ces amis de la sagesse? À les entendre, ne les prendrait-on pas pour une troupe de charlatans, criant chacun de son côté sur une place publique « Venez à moi, c'est moi seul qui ne trompe point ». À son tour, Rousseau est traité de charlatan par Voltaire et par bien d'autres, tandis que Diderot accuse les physiocrates d'être, je cite, « de pauvres diables de charlatans économistes ». Quant aux académiciens des sciences, ils n'étaient pas davantage à l'abri. En 1791, Jean-Paul Marat publie un pamphlet intitulé « Les charlatans modernes », sous-titré « Lettres sur le charlatanisme académique », dans lequel il s'en prenait vertement aux prétentions savantes des académiciens. À ses yeux, ils étaient les véritables charlatans, c'est-à-dire Condorcet et ses amis. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient un jargon incompréhensible pour en imposer au peuple. Ils étaient fiers de leurs privilèges et de leur autorité. Alors évidemment, l'ironie, c'est que Marat lui-même avait vu ses propositions rejetées par l'Académie des sciences avant la Révolution et que Condorcet le traitait ouvertement de charlatan. Mais il reste qu'en 1791, le renversement opéré par Marat posait la question éminemment politique du lien entre autorité scientifique, c'est-à-dire position de pouvoir et de reconnaissance dans un espace savant, académicien, d'une part, et légitimité politique. La Révolution devait-elle s'attaquer aux aristocrates des sciences et s'enculottiser la science
comme le proposait Henri Descramps, un auteur beaucoup moins connu que Marat, mais passionnant. J'ai une passion pour Henri Descramps et j'aurai l'occasion de vous parler de lui. Comme vous le voyez, la question de l'autorité du discours savant et de l'autorité des institutions scientifiques était une question éminemment politique. Entre élitisme académique et populisme épistémologique, la science et les Lumières étaient prises dans la tourmente révolutionnaire. La question du charlatanisme était peut-être moins évidente que ce que Condorcet voulait penser. Alors, j'ai un peu débordé, j'arrive, mais c'est la séance introductive, vous me le pardonnerez, je serai beaucoup plus rigoureux la semaine prochaine. Néanmoins, nous arrivons au terme de cette séance et vous pourriez me reprocher de ne pas avoir défini véritablement le charlatan. Est-ce quelqu'un qui exerce illégalement la médecine? Est-ce un médecin officiel mais pompeux, ridicule, incompétent, comme chez Molière? Est-ce un démagogue éloquent et sans scrupules? Un amuseur public? Un imposteur? Ou encore un séducteur qui gâche ses dons intellectuels, comme dans le formidable roman d'Isaac Bashevis Singer, Le charlatan? Ou n'est-ce que l'injure qu'on se lance à la tête dans les mondes savants et intellectuels pour disqualifier ceux dont on n'aime ni les théories ni les manières, et dont on réprouve le style trop obscur, à la façon dont Schopenhauer traitait Hegel de charlatan. Les charlatans doivent-ils nous faire peur? Doivent-ils nous faire rire? Faut-il craindre leur pouvoir ou se moquer de leur ridicule? Enfin, la critique, s'il y a critique, doit-elle porter sur les ruses des charlatans ou sur la crédulité de leurs dupes? Qui est le plus à blâmer, le bonimenteur qui séduit par de bonnes paroles ou le naïf qui donne son argent pour un remède miracle? L'intérêt culturel du charlatan, je le crois, tient justement à la plasticité de cette figure. C'est pourquoi il faut bien se garder de l'enfermer d'emblée dans une définition. Ce qui m'intéresse, au contraire, c'est de comprendre pourquoi ce personnage hante toute réflexion sur les usages légitimes et illégitimes du savoir, sur la tromperie, sur la crédulité du public, sur la confiance indispensable aux institutions savantes, sur le désintéressement de l'activité intellectuelle ou au contraire sur ses profits, sur les dangers de la séduction politique. C'est pourquoi il peut être de bonne méthode de commencer par suivre la façon dont le qualificatif de charlatan est utilisé comme une critique, un terme péjoratif qui permet de dénoncer certaines pratiques savantes ou intellectuelles, d'où le titre de ce cours, charlatan, avec un point d'exclamation, qui est justement d'insister sur cette dimension. Alors au milieu de toutes ces questions, j'en termine, on retiendra tout de même, comme viatique pour les séances à venir, quelques traits essentiels qui définissent le charlatan, dans cette tension, si vous voulez, sur laquelle j'ai essayé d'insister, entre le médecin ambulant et le puissant démagogue. Premièrement, la prétention à détenir un savoir. Le charlatan a toujours à voir avec le savoir, un savoir généralement gardé secret, ce qui donne au charlatan une confiance inébranlable en son expertise, mais une confiance invérifiable. Deuxièmement, l'éloquence, la séduction par la parole. Le charlatan est toujours un bonimenteur, un beau parleur. Troisièmement, la tromperie, car il y a toujours l'idée d'une volonté explicite de berner les autres pour en tirer profit, soit matériellement, soit symboliquement. Et quatrièmement, enfin, la théâtralité. Le charlatan est un homme de spectacle, il se construit un personnage, il se met en scène, il amuse et il divertit son public. Savoir, éloquence, tromperie, théâtralité, ce sont des traits qui permettent néanmoins de cibler cette figure. Une des conséquences, évidemment, du caractère polymorphe du charlatan, c'est qu'il a finalement peu été étudié. La difficulté est de proposer une vision d'ensemble, et ce sera l'objet de ce cours qui se déroulera vraisemblablement sur 2 années, car la matière est très riche. Le laboratoire, vous l'avez compris, sera le XVIIIe siècle, car mon hypothèse principale est que l'importance du thème du charlatan renvoie à l'anxiété des Lumières à l'égard des progrès de la science, des mutations médiatiques de l'espace public, de l'essor du commerce et de la publicité, mais surtout et avant tout
du statut de l'autorité intellectuelle. Mais nous aurons néanmoins l'occasion de faire des allers-retours vers les origines plus anciennes du charlatan et vers ses incarnations plus récentes. Nous allons avancer, c'est ce que je vous propose en tout cas, ensemble à la recherche des charlatans, et nous commencerons la semaine prochaine par les chercher dans les dictionnaires et les encyclopédies du XVIIIe siècle. Merci.